Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité des faits de société avec la rédaction de Factuel.media, une heure avec l'indispensable Jean-Marie Bordry, sans qui les matinales de Sud Radio ne seraient pas aussi belles. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à vous Stéphane et merci. Avec nous également Anissa Arfaoui et Romain Vintilias, tous deux enquêteurs à Factuel.media. Bonjour Stéphane. Et l'ex-commissaire divisionnaire Alexis Faux, bonjour. Bonjour à tous. Dans un instant, on va parler de Raël. Vous vous souvenez, le célèbre gourou français qui vient d'avoir droit à une série documentaire, une des plus téléchargées au monde, sur Netflix, et dont nous allons vous dévoiler la nouvelle vie au Japon. On en parle tout à l'heure avec Capucine Canon et Étienne Jacob, auteur de La France des gourous, journal d'un infiltré paru aux éditions du Rocher. Mais tout de suite, je voudrais que l'on revienne sur une enquête préoccupante que le service économie argent public de Factuel, que vous dirigez, Anissa Arfaoui, vient de publier. La France est championne d'Europe de la consommation de drogue. Absolument, effectivement, on va dire que dans une ambiance pré-Jeux Olympiques, on peut déjà se glaner d'avoir obtenu une médaille d'or. C'est en tout cas ce qui ressort du dernier rapport publié par l'OFDT, vous savez, l'Observatoire français des drogues, qui a été publié en mars 2023 et qui revient sur l'année 2022. Figurez-vous, Stéphane, qu'un Français sur deux aurait déjà fumé du cannabis. Il s'agit d'un chiffre bien supérieur à celui de la moyenne européenne qui se situe autour des 27%. D'accord. Alors, je me retourne vers l'auteur aussi, le co-auteur de l'enquête. L'auteur, Romain, supervisé par Anissa. Ce qui est nouveau, c'est qu'il existe désormais une offre très diversifiée. Avant, on parlait surtout de la cocaïne, du hashish. Désormais, on parle d'une palette de drogues, mais qui est considérable. Considérable, vous le dites. Juste pour vous donner un chiffre, Je vous en prie. pour que nos auditeurs comprennent un peu mieux l'ampleur de la drogue maintenant sur notre territoire tricolore. Entre 2008 et 2017, c'est 68 nouvelles substances qui ont été recensées en France. C'est considérable. 68 nouvelles drogues. Et c'est surtout des drogues de synthèse, donc la kétamine, la MDMA, et c'est des drogues qui sont, on va dire, comment elles sont utilisées par les jeunes notamment. D'accord, mais comment elles sont utilisées? C'est parce que tout le monde connaît ce qu'on appelle le pétard, tout le monde connaît la poudre blanche, la cocaïne, mais comment ces nouvelles drogues, c'est quoi? Alors ça peut être, on peut la mâcher, on peut aussi, ça va être des traces souvent, mais ça reste quand même la façon, le joint. Fumer une drogue, ça reste quand même l'élément, on va dire, le plus... On va dire le premier élément pour les consommateurs. Absolument. Par ailleurs, on peut le découvrir dans l'enquête publiée sur Factuel.media et signée par Romain, que 600 000 personnes aujourd'hui fumeraient la cocaïne. Alors qu'il y a 20 ans, on va dire, la cocaïne ne se fumait pas, elle se sniffait. Donc effectivement, peut-être que dans les nouvelles coutumes de consommation de drogue, certaines façons d'opérer ont été modifiées, comme celle de sniffer énormément les produits. Ça change quoi de fumer de la cocaïne? On rappelle c'est interdit, mais ça tout le monde s'en doute, mais quel est l'impact et quel est l'effet? Je pense qu'il agit... alors après, vous m'indiquerez... Alors si je peux apporter un élément de réponse. La cocaïne, en fait, ça va être dans ces drogues dures, dites dures, et en fait c'est plébiscité, comme je le disais, chez les jeunes, parce que les conséquences, on va dire, on recherche toujours de la nouveauté, notamment les jeunes, et en fait ces drogues dures amènent d'autres effets. Ça va être des effets plus à long terme, notamment pour la cocaïne, que le cannabis, c'est quelque chose... Sur le plus long terme, l'effet qu'on peut prendre plus régulièrement sans avoir autant de conséquences. Alors, il y a quelque chose d'assez incroyable également, c'est qu'on découvre que les prix ont beaucoup baissé. La consommation n'est plus élitaire, entre guillemets. C'est d'une grande accessibilité, tant sur le prix d'ailleurs que sur la manière de la commander. Oui, c'est ça. Vous parlez d'abord le prix, je vais évoquer le prix. Pour la cocaïne, c'était 80 € il y a encore 10 ans, 80 € le gramme. Actuellement, ça se situe entre 30 et 50 €. D'accord. Donc 30 € de moins en seulement 10 ans, ce qui est considérable. 50%. 50%, ça a été divisé par deux, exactement. Et vous avez également cette accessibilité, vous le dites, qui est due aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Snapchat... C'était déjà le cas, Snapchat auparavant. Oui, maintenant on commande, j'allais dire d'un simple clic, non, c'est pas exactement ça, c'est qu'on commande sur les réseaux sociaux et on est livré à domicile. Exactement, livré à domicile, je vais vous faire part du témoignage de Léo, c'est un jeune Rennais dont j'ai modifié le nom pour garder l'anonymat. Mais Léo me disait, en fait,
ça peut prêter à rire, mais c'est comme si on recevait ou on se faisait livrer une pizza en seulement 30 minutes. C'est assez édifiant quand même. Ouais, et Anissa, je me retourne vers vous parce que ça touche également les campagnes. C'est pas la drogue, c'est pas simplement un truc de ville, d'urbain, pas du tout. C'est partout aujourd'hui. Alors effectivement, ça encore, c'est une modification qu'on a pu découvrir et que Romain a découverte lors de son enquête. C'est que comparé à il y a 20 ans, par exemple, où la consommation de drogue comme la cocaïne, par exemple, était très citadine, elle était un petit peu exclusive, bourgeoise, un peu bourgeoise, et puis il fallait les moyens parce que ça coûtait cher. Aujourd'hui, cette démocratisation des tarifs et cette facilité pour s'en procurer fait que ça a un petit peu dépassé les frontières des grandes villes comme Paris ou Marseille, enfin en tout cas les capitales où on fait la fête. Et aujourd'hui, phénomène nouveau, on en trouve dans des endroits assez reculés, dans des campagnes. C'est improbable. Vous citez la ville du Creusot, Romain. Vous dites qu'elle est désormais surnommée la Petite Hollande. Incroyable. Alors la Petite Hollande, pour vous donner un peu plus de précision, donc c'est dans le département de Saône-et-Loire. En 2023, 30 points de deal ont été démantelés. 30 points de deal au Creusot. Seulement au Creusot et en Saône-et-Loire. Et pour un peu plus pousser cet exemple, il y a la ville de Toulon-sur-Arroux que vous pouvez aussi retrouver dans l'enquête. 1500 habitants, où on a découvert en fait une maison qui abritait un gigantesque trafic de drogue international. Et voilà, il y a cette ville de Toulon-sur-Arroux, 1500 habitants. 1500 habitants et un quasi-laboratoire. Exactement. Bon. Alors, je me retourne vers vous, Alexis Faux. Vous êtes un ancien commissaire divisionnaire qui a occupé de hautes fonctions. On parle, comment dirais-je, on a tendance, les addictologues, on va y revenir, disent souvent que oui, c'est le moral des Français qui est pas très bon, etc. On va y revenir, mais est-ce que c'est pas tout simplement cette multiplication de la drogue, un révélateur d'un arsenal répressif qui n'est pas du tout adapté, et c'est pour ça que la France s'enfonce dans la consommation? Alors, vous dire si c'est pour ça que la France s'enfonce dans la consommation, peut-être pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'offre s'est largement diversifiée. On vient de le dire, il y a aussi maintenant du trafic de stupes dans la campagne française. Les dealers se sont aussi adaptés, on entend parler sans arrêt dans la presse et partout, des opérations place net, X, XL, XXL, tout ce que vous voulez. Il faut pas se leurrer, les dealers s'adaptent, ils vont là où de toute façon il y a des consommateurs, et où il y a moins de police, il y a moins de surveillance, il n'y a pas de caméras. Dans les grandes villes que vous évoquiez tout à l'heure, il y a des réseaux de surveillance de vidéo assez importants, de plus en plus développés. Tout ça participe au fait que la drogue elle est partout. Parce que de toute façon, un dealer en cache un autre. Bien sûr, mais est-ce que vous pensez que la fameuse amende forfaitaire délictuelle à la place de la peur de la police et de la prison, en gros, on craint pas vraiment une amende. En revanche, une peine de prison, c'est autre chose. Et est-ce que ça n'a pas fait reculer un peu la peur? On peut le supposer, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, de toute façon, une amende, ça n'a pas la même portée une peine de prison potentielle. Sauf que la peine de prison n'est jamais exécutée, ce qui était souvent le cas pour le coup sur le cannabis. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est passé, en 30 ans, on est passé de possibilités de peine de prison théorique, mais rarement effectuée à jamais effectuée. Et aujourd'hui, on encourt une amende. Donc, pendant ce temps, on voit la multiplication de la drogue sur le territoire. Ça fait gagner du temps à vos collègues, si je ne m'abuse, parce que prévoir une amende et une contravention, ça demande beaucoup moins d'éléments et de pièces administratives à fournir que d'engager des poursuites qui pourraient mener théoriquement à la prison. On est bien d'accord, mais moi, ce qui m'inquiète dans le dispositif, c'est plutôt l'arsenal d'enquête. Moi, ce qui me gêne, c'est ça. C'est surtout comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire de vraies enquêtes comme on le faisait auparavant. C'est devenu de plus en plus compliqué. En tout cas, moi, j'aimerais revenir sur un paradoxe qu'on a soulevé, mais alors pas sur le cannabis et sur la cocaïne, parce qu'on a expliqué en gros que la demande de cocaïne en France avait nettement augmenté, on en consomme de plus en plus, et qu'en même temps les prix en quelques années avaient été plus que divisés par deux. Donc si je ne m'abuse, ça veut dire que l'offre a explosé. D'où elle vient cette offre de cocaïne en France? Vous le savez comme moi, l'offre elle est pareille du monde entier, c'est-à-dire que on a, vous le savez pertinemment, l'Amérique du Sud qui est un gros producteur, mais il n'y a pas que l'Amérique du Sud, tout le monde le sait. Il y a des pays de l'Asie, il y a des pays du Maghreb, et ainsi de suite. Donc maintenant, l'offre, comme la demande.
Elle est diversifiée aussi. Et elle est massive. Pareil. Et elle est massive. Et c'est ce qui explique. Pas le cas avant. Et c'est ce qui explique bien évidemment la chute des prix. Oui, alors il y a quelque chose qui nous interroge quand même, c'est que on parlait de la livraison de drogue à domicile tout à l'heure, appelée plus fréquemment Uber Sheet, en référence à la célèbre application qui livre des repas à la maison. Quand même, il suffit d'avoir donc un compte Snapchat, WhatsApp, Telegram, ce que vous voulez. Vous tapez Uber et votre département à côté, vous avez accès à plein d'offres. Mais pourquoi est-ce que les policiers sont pas comment dirais-je, ne se mettent pas sur ces réseaux pour les faire tomber? Alors c'est ce qu'a prévu. Moi, c'est ce que j'ai lu en tout cas dans la presse. C'est ce qu'a prévu le ministre Darmanin. Il a prévu qu'effectivement il allait créer des brigades de cybercriminalité pour détecter tout ce qui est trafic de stupéfiants. Moi, si vous voulez, je suis un peu sceptique dans ce sens où l'offre est tellement importante que je doute fort qu'on puisse effectivement mettre un coup d'arrêt de cette manière. Ça m'étonnerait beaucoup. Maintenant, c'est comme les opérations place nette. Actuellement, on ferme des deals, on ferme des points de deal pour être plus exact, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent, il ne faut pas se leurrer, puisque de toute façon, les consommateurs existent encore. Et tant que les consommateurs seront là, il y a un marché, ça veut dire qu'inévitablement, il y a des dealers. On va revenir et expliquer l'explosion de la consommation de drogue en France. On va en parler dans un instant, mais on va aussi parler de Raël, le gourou âgé de 77 ans qui se porte très très bien, qui s'est refait une santé au Japon. Netflix vient de lui consacrer un documentaire qui cartonne et le mouvement afficherait plusieurs centaines de milliers de fidèles. Info, intox, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure de décryptage de l'actualité des faits de société avec la rédaction de Factuel.media. Avec Jean-Marie Bordry, avec nous Anissa Arfaoui, Romain Vintillas de Factuel.media et l'ex-commissaire divisionnaire Alexis Faux. Nous revenons sur cette enquête de Factuel. Notre pays, figurez-vous, est devenu champion d'Europe de consommation de drogue. C'est pas moi qui vous l'affirme, c'est l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie. Et dans votre enquête, Romain, vous nous expliquez que ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont les plus gros consommateurs de drogue, mais bien les personnes âgées de 26 à 54 ans. Alors ça, c'est intéressant, c'est inattendu. Cette tranche d'âge a vu sa consommation de cannabis augmenter considérablement lors de la dernière décennie, et c'est un constat qui s'explique, d'après l'Observatoire, par le vieillissement des générations qui étaient fortement expérimentatrices dans les années 90-2000. Exactement, et pour revenir sur la consommation des jeunes, donc on parle souvent de mineurs, collégiens, lycéens. Il y a une dernière étude de l'Observatoire français des drogues qui est parue ce mois-ci, début de ce mois-ci, en avril, qui note une baisse de la consommation des jeunes. Donc c'est pour montrer que les jeunes, ils se détournent petit à petit du cannabis, parce que c'est une étude sur le cannabis, et qui vont aller chercher un peu plus des drogues dites de synthèse, comme je vous l'avais dit en début de cette émission, ce qui n'est pas rassurant. Et également, donc, ces générations 26-54 ans qui sont fortement expérimentatrices. C'était en fait dans les années 90, les trentenaires, les quarantenaires d'aujourd'hui. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi été interviewé des addictologues, donc des scientifiques, des médecins. Et pour Stéphane Billard, cette situation, finalement, est la conséquence d'un climat social, ça c'est intéressant, et morose, économiquement morose. Il dit, on est dans une société qui est de plus en plus angoissante, et les Français, quand ils consomment ces substances, c'est pour en retirer des effets. Souvent, c'est pour oublier leurs soucis du quotidien. D'autres vont chercher à se détendre, à gérer le stress. Ce n'est pas un hasard si les Français sont champions aussi dans la prise d'anxiolytiques. Anissa Erfaoui, c'est aussi un marché qui explose, les anxiolytiques. C'est effectivement un marché qui explose. Et puis d'ailleurs, je pense que ça fait pendant 20 ans, on a eu l'étiquette d'être champion d'Europe de consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, très malheureusement. Maintenant, il y a peut-être des chiffres qu'on peut mettre en corrélation avec ceux de la baisse de consommation de drogue comme le hashish par certains jeunes et pas par des personnes plus âgées. C'est qu'il y a un chiffre qui fait très mal, qui est de 62%. 62% d'augmentation de consommation d'antidépresseurs chez les enfants et les adolescents. Alors, c'est un chiffre qui fait très mal, qu'on a constaté en 2021. Oui, avec notamment le confinement, qui n'a pas été sans effectivement, effet. Qui a été une opération coup de poing dans le développement psychologique de beaucoup d'enfants et d'adolescents. Alors maintenant, il est évident qu'on ne va pas utiliser le biais cognitif d'une faiblesse morale pour justifier une consommation de drogue. Évidemment, nous ne faisons pas ça, mais peut-être qu'on peut quand même se poser la question et d'accepter l'idée qu'il y ait effectivement un équilibre qui
que certaines personnes essayent de trouver dans leur malheur, entre des consommations d'antidépresseurs et des consommations de substances de drogue. Bon, on va pas mettre tout sur le compte du moral des Français. Commissaire Alexis Faux, est-ce que l'on peut, je dirais, dire simplement que c'est parce que les Français sont en petite forme qu'ils se droguent, ou est-ce qu'il faut voir plutôt un signe d'une impuissance complète du ministère de l'Intérieur à faire appliquer la loi finalement ? Alors, non, je pense pas qu'on puisse dire que le ministère de l'Intérieur est complètement impuissant. Le ministère de l'Intérieur, il fait ce qu'il peut. D'accord. C'est ce qu'il peut, c'est-à-dire qu'avec les moyens. Enfin, ils nous promettent des opérations XXL place nette. Oui. On en a parlé off. Les opérations place nette, c'est extraordinaire. La preuve, ça marche, mais on déplace les choses. Ouais, c'est ça. Ça ne fait que décaler de quelques centaines de mètres l'importation de drogue et ainsi de suite. Il faut aller chercher peut-être à la source. Et moi, je répondrais plus facilement. Alors, c'est peut-être un peu exagéré pour certains, mais qu'est-ce qu'on fait en matière de peine de prison ? Vous en parliez tout à l'heure, je suis désolé. Mais un trafiquant de stupes, en bande organisée, c'est 30 ans. 30 ans. Un chef de bande organisée, c'est perpète. Prouvez-moi un exemple de ce genre de peine. Bah oui, les peines ne sont pas appliquées. Alors, il faudra encore voir à quoi seront condamnés d'ailleurs les chefs de gang marseillais célèbres qui viennent d'être arrêtés, notamment le bien nommé Félix. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Parlons aussi de ce qui se passe une fois que vous êtes arrivé en prison, quand vous avez réussi à vous y faire enfermer, malgré tout. C'est une information de nos confrères du Figaro qui est parue cette semaine. L'État, en tout cas la chancellerie, qui préparerait un décret pour réduire les sanctions pour infractions disciplinaires à l'intérieur de la prison. Ça concerne notamment le trafic de drogue, mais pas que. Et en d'autres termes, on pourrait aller jusqu'à des lettres d'excuses pour certains faits, ou alors des sanctions à visée pédagogique. Ça permettrait de gagner du temps. Ça vous évoque quoi ? Je reste quoi ? C'est invraisemblable. Enfin bon, il faut... C'est pareil, encore une fois, là, notre grand maître, l'Allemagne, a décidé que c'était comme ça. Je pense que la France va suivre, il ne faut pas se leurrer. Alors ça, on va dépénaliser. On met le doigt dedans. Avec ça, on met le doigt dedans. On va vers une politique de dépénalisation du trafic. Disons que la chancellerie, important, juste pour préciser, la chancellerie précise que ce décret est encore en cours de préparation et qu'il peut donc encore être amendé. Donc c'était peut-être un ballon d'essai, tout simplement. Oui, mais enfin, on a quand même l'impression que devant ce tsunami de consommation de drogue, on voit pas beaucoup, à part quelques opérations, je dirais, de communication, où on voit des effets de manche, on nous dit que, attention, on va envoyer les CRS sur les points de deal, Gérald Darmanin annonce une opération à Strasbourg, manque de bol, il l'annonce trop tôt, puisque elle était planifiée, mais pas encore exécutée. Bon, on a l'impression qu'à part de la communication, le pouvoir ne sait plus très bien comment prendre le problème. Communication, certes, et ça fait partie du jeu politique, vous le savez comme moi. Bien sûr. Par contre, il y a quand même des résultats, mais ces résultats, moi, je les tempère, parce que quand on vous parle de saisie de drogue, de 1800 gardes à vue, et ainsi de suite... 157 tonnes interceptées en seulement 2023, c'est un record 157 historique. tonnes de, ça veut dire qu'il y a de drogue. Combien de tonnes passent à côté ? Oui, non, mais je suis désolé. Moi, je réponds à l'envers, quoi. C'est toujours la même chose. Certes, on fait de la saisie. Ça marche sur du renseignement, ça marche sur des enquêtes et ainsi de suite. Mais à côté de tout ça, 157 tonnes de prise, certes. Mais combien de tonnes à côté ? Moi, je suis désolé. Je suis parti en mission lorsque j'étais à l'IGPN en Martinique. Il y a une île à côté qui s'appelle Sainte-Lucie. Je peux vous garantir que la CAM, ça va tout seul, quoi. Ça va tout seul. Jean-Marie. Question que j'aimerais poser au commissaire que vous êtes, parce qu'on a vaguement abordé la question de la dépénalisation de la consommation du cannabis. Qu'est-ce que le commissaire que vous êtes répond à ceux qui disent que ça permettrait de réduire le trafic ? Comme on aurait réduit la mafia aux États-Unis en mettant fin à la prohibition de l'alcool. Est-ce que vous y croyez ou pas ? Au-delà de la morale. Alors, au-delà de la morale, moi je pense qu'effectivement, il est possible qu'il y ait un effet mécanique, on dira, d'abaissement de la consommation. C'est pas impossible. Il faut regarder ce qui se fait au Canada, il faut regarder ce qui va se faire en Allemagne, ce qui se fait en Espagne, au Portugal depuis très longtemps. Portugal, apparemment, c'est plus un problème, ou en tout cas, il y a très peu de consommateurs. C'est ça qui est fabuleux, quoi. Donc, peut-être, mais c'est pas moi, flic, de dire ce qui va se passer, j'en sais rien. Ce que je sais, moi, en tant que flic, c'est que si on dépénalise, il faut quand même pas oublier que conduite sous l'emprise de stupes, c'est un délit.
Et oui, et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Comme pour l'alcool. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Qu'est-ce qui va se passer, vous en parliez tout à l'heure, avec les mineurs, excusez-moi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer avec un gamin qui prend du stup et qui va devenir schizo? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est médical. Moi, je suis flic. Demain, on me dit la drogue est autorisée. C'est plus mon problème. J'interpelle plus, je contrôle pas ce genre d'individu. Ça m'intéresse pas. Des dépistages au volant, par exemple. Oui, mais justement, c'est là où il y a une antinomie dans l'histoire. Vous n'êtes pas sûr que ça réduirait la criminalité qui est provoquée par le... Ça, c'est un autre problème. Hein. La criminalité qui va avec, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on va réduire la criminalité parce qu'on va autoriser... C'était le sens de ma question, justement. Très honnêtement, j'y crois pas du tout. Voilà. Non. En tout cas, merci Anissa Arfaoui, merci Romain Vintillas, merci commissaire Alexis Faux, commissaire un jour, commissaire toujours, je me permets. Dans un instant, on va parler de Claude Vorillon, alias Raël. Vous savez, ce fameux gourou, sa secte approche désormais les 50 ans de succès. 50 ans que les Raéliens préparent la venue des extraterrestres. Et vous allez voir que c'est aujourd'hui au Japon que Raël s'étend. Dans un instant, on va retrouver Étienne Jacob et Capucine Canonne, journaliste à Factuel également. Vous êtes auteur de La France des gourous, journal d'un infiltré paru aux éditions du Rocher. Étienne Jacob, qu'est-ce qui explique et pourquoi Raël fascine autant ? Parce que Raël dit avoir rencontré les extraterrestres. C'est quand même quelque chose de fascinant. Et c'est un phénomène médiatique, Raël. Il a été invité en premier sur les plateaux télé. Donc il a été créé par les médias. Absolument, on va revenir, vous répondre à quelques questions. Que devient Raël? A-t-il touché de l'argent de Netflix? Enquête sur les zones d'ombre du mouvement raélien. Dans un instant, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 60 minutes d'analyse des faits divers et des faits de société qui font l'actualité, en compagnie de Jean-Marie Bordry, toujours là. Nous ont rejoint Capucine Canonne, journaliste à Factuel et correspondante en Asie, et Étienne Jacob, journaliste au Figaro, auteur de La France des gourous, journal d'un infiltré paru aux éditions du Rocher, un livre que je recommande. Nous avons choisi de vous parler de Raël cette semaine, car la secte a bientôt 50 ans. Et autre actualité, la série documentaire Netflix consacrée aux gourous est l'une des plus téléchargée au monde. Où en est la secte aujourd'hui? Que devient Raël? A-t-il touché de l'argent de Netflix? On va se poser toutes ces questions ce matin. Capucine, malgré les controverses passées et un fondateur vieillissant, le mouvement sectaire raélien perdure dans le monde depuis plus de 50 ans. Oui, et même 50 ans sont passés puisque les extraterrestres seraient arrivés le 13 décembre 1973. Pour rencontrer le gourou. Pour rencontrer le dernier prophète, le supposé dernier prophète vivant, Raël. Raël, voilà. Et malgré ces controverses, il y a un cadeau incroyable qu'a fait Netflix au gourou de cette secte, c'est qu'il lui a consacré une série qui est un incroyable succès de par le monde, pas simplement en France. Est-ce que Netflix a payé pour faire cette série, La Secte ? Alors j'ai parlé au réalisateur et producteur Alexandre Baldassari, pardon. Il me confirme, je cite, que ni Raël ni aucun Raélien n'a touché d'argent, ni même concernant les archives. En revanche, il y a eu beaucoup de discussions pour avoir les archives, pour avoir les discussions, et ils ont mis 1 an. Donc des discussions, mais pas de contrepartie pour la secte. Non. Et ils ont mis 1 an avant que Raël accepte de participer au documentaire Netflix. D'accord. Et on peut le dire, c'est une série qui a explosé au point que ce soit devant Griselda qui était la grande série de la rentrée, avait promis la plateforme. Au top 10 mondial pendant 10 jours. Incroyable. Alors de votre côté, Étienne Jacob, vous vous êtes fait une spécialité de l'infiltration de mouvements sectaires. On se souvient que vous aviez consacré un livre sur la famille, un livre remarqué, incroyable livre. Et dans votre préface, vous racontez: tout a commencé chez Raël, où j'ai pu assister à un stage d'élévation de la conscience, au plus près des centaines de personnes qui croient en l'existence des extraterrestres. Racontez-nous. Eh bien, je suis arrivé comme un petit nouveau. L'idée était de me faire passer pour la personne qui découvrait le mouvement. Ils ne sont pas si nombreux parce que le mouvement date des années 70. Il a eu un pic de popularité et puis il était repassé sous les radars. Et pendant la période du Covid, ils offraient des câlins aux gens alors qu'on prenait une distanciation sociale à l'époque. Donc moi j'ai décidé
d'aller dans ce mouvement, de me faire passer pour le nouveau, et j'ai pu constater cette overdose d'amour, mais qui... Comment vous avez fait pour vous faire passer pour un sympathisant? J'ai changé de nom, j'ai changé de prénom, j'ai changé de fonction, et il a vous fallu êtes construit une nouvelle identité. J'ai appris également les textes, j'ai lu Raël pour comprendre aussi et pouvoir répondre aux questions que les gens allaient pouvoir me poser à l'intérieur du groupe. D'accord. Alors son fondateur, Claude Vaurillon, n'est plus tout jeune, hein. Il a 77 ans, il reste un phénomène. Il dit donc avoir rencontré le 13 décembre 1973 des extraterrestres au puits de La Solace, un volcan basaltique du Puy-de-Dôme. Il aurait été contacté par Yahvé, le représentant d'une civilisation en avance de 25 000 ans sur la nôtre. Rien que ça. Tout à fait. L'objectif des Raéliens, c'est de cotiser via les membres qui versent une partie de leur salaire pour pouvoir construire des ambassades. Ils ont tenté de contacter Jérusalem, d'autres grandes villes pour essayer de construire ces ambassades sans succès, mais ils ont toujours cet objectif. Donc il y a quand même une idée de prise d'argent, et c'est là où peut-être commence le mouvement sectaire. Alors Capucine, vous avez enquêté, et en particulier vous avez vu qu'aujourd'hui Raël, on le sait peu, mais réside au Japon. Voilà, en fait, Raël, il est resté longtemps en France, jusqu'en 1995, où la secte a été considérée le mouvement a été considéré comme une secte. Donc, il est allé au Canada. Il a continué ce mouvement. Il y a eu des scandales, des controverses, dont on pourra reparler si vous voulez. Et donc, il est allé s'installer au Japon au début des années 2000, là où une population est peut-être un peu plus à même d'accepter la spiritualité, le paranormal, le développement personnel, l'après-vie, et où les jeunes sont un peu en quête de chaleur humaine, d'affection, de reconnaissance qu'ils n'ont pas forcément dans leur société ni avec leurs parents. Donc c'est une deuxième vie, un second souffle, et il est japonais. Voilà, c'est un second souffle, ils vivent sur l'île Okinawa. Officiellement, selon le site, ils sont 6000 membres au Japon. Alors oui, ça c'est très intéressant, parce que vous avez contacté le service média du mouvement, qui évoque un nombre de fidèles absolument considérable. Il serait 130 000 fidèles dans 150 pays, dont 35 en Afrique, 25 en Asie, 40 en Europe, 14 au Moyen-Orient, 35 en Amérique et un même en Océanie. Est-ce que tout ça est sérieux? Oui, alors c'est les chiffres que eux ils me donnent en m'affirmant que les chiffres sont fiables. Je précise que suite à l'enquête factuelle.media, le service de Raélien Média m'a contacté ce matin pour m'expliquer un peu plus ces chiffres. Et en fait, ils me disent que il n'y aurait que 3000 membres actifs c'est dans pas le monde, pareil quand même. en mettant en parallèle l'Église catholique et en disant que 1,5 milliard sont considérés comme des catholiques dans le monde, mais ne sont pas forcément tous actifs. Oui, vous croyez, vous, Étienne Jacob, à ces chiffres très gonflés, en tout cas, des membres de Raël? C'est toujours le propre de ces mouvements sectaires, d'aller gonfler les chiffres pour donner une impression de puissance. En France, le mouvement reste assez limité, mais il s'étend à l'international, et malgré tout, ils sont présents dans de nombreux pays, donc c'est ça aussi qui donne un effet de puissance. Alors, il y a un chercheur et maître de conférence à l'INALCO qui s'appelle Édouard Lérisson, qui essaye d'expliquer les succès raéliens au Japon, et je vais le citer si vous voulez bien. Les écrits de Raël, certains traduits en japonais, semblent parfaitement s'inscrire dans les thèmes à la mode de l'après-vie, du paranormal, des médecines dites alternatives et du développement personnel. C'est ça qui expliquerait que ça plaît au Japon. Ça plaît. Alors je vais mettre une nuance. Ce même chercheur m'expliquait que les scientifiques, les spécialistes japonais, eux, n'accordent pas énormément d'importance à ce mouvement sectaire français au Japon. C'est quand même la seule secte française qui se soit implantée au pays du soleil levant. En revanche, oui, c'est confirmé, c'est la seule secte française implantée au Japon. Oui, tout à fait. Mais il ne serait aujourd'hui que 300 à 400 membres actifs au Japon. D'accord. Alors, dans le calendrier raélien, figurez-vous qu'il y a quand même 2 événements à venir très importants. En juin 2024 aura lieu la journée de l'ambassade à Hiroshima, et un autre événement emblématique dans tout le pays, les 50 ans du mouvement viennent d'être célébrés, sur l'île d'Okinawa.
Oui, tout à fait. Le Raël considère que cet événement de la bombe atomique est le pire qui puisse arriver de l'humain. Et donc, c'est une façon de dérouler son discours et de dire que lui veut vivre dans une overdose d'amour, on se fait des câlins, il y a toute une histoire de libération. On va y venir aux câlins, parce qu'ils ne sont pas toujours câlins. Tout à fait. Mais ça va parfois un peu plus loin. Quand même, voilà, le discours derrière est extrêmement dangereux. Et il y a plusieurs événements qui ont lieu. Des conversations télépathiques avec les extraterrestres sont régulièrement organisées au Japon. La journée dont vous parlez, c'est la journée de l'ambassade E.T. Donc voilà, on est sur divers événements un peu paranormaux et peut-être plein d'amour. Alors, vous, Étienne Jacob, vous avez pu assister à, alors c'était pas au Japon, mais à la fameuse Université du Bonheur. À quoi ça consiste ? Eh bien, les membres du mouvement se réunissaient après 3 ans de Covid sans se voir, et ils se sont réunis pour ce stage d'élévation de la conscience. Donc, comme dans tous les mouvements sectaires, on vous fait croire que vous avez de nombreuses marches à gravir pour pouvoir vous élever. Et donc, le discours de Raël, c'est un discours qui est assez simpliste finalement. On vous dit que la société est anxiogène, il a raison sur ce point, et que l'idée, c'est d'arrêter de penser. Il faut arrêter cette machine infernale, stopper cette machine infernale. Nous, on ne l'a pas vu en vrai, il était déjà au Japon, on l'a vu en visioconférence, mais moi j'ai été saisi de voir à quel point les personnes étaient conquises par ce qu'il disait, parce que tous les événements d'actualité sont utilisés pour servir son discours. À l'époque, c'était la variole du singe, c'est n'importe quoi, Ukraine-Russie, évidemment, Raël est pro-russe, les feux de forêt, ça n'existe pas, il y en a plus que jamais dans le monde. Donc tout est prétexte à pouvoir renforcer le mouvement et le discours. Alors, dans un instant, on va continuer à parler de Raël. On va s'intéresser à la manière dont est financée la secte et aux pratiques sexuelles au sein de cette secte. Et vous allez voir, c'est pas piquer des hannetons, comme on disait autrefois. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre pour regarder à la loupe l'actualité des faits de société en particulier. Avec nous toujours Jean-Marie Bordry et Capucine Cannon, journaliste à Factuel, correspondante en Asie, et Étienne Jacob, journaliste au Figaro, auteur de La France des gourous, journal d'un infiltré, paru aux éditions du Rocher. Alors aujourd'hui, on parle de la secte des Raéliens qui a 50 ans, on parle de Raël qui revient en force avec un succès considérable pour le documentaire qui lui est consacré sur Netflix. Étienne Jacob, j'aimerais que vous nous racontiez, vous nous détailliez le système qui conduit à financer la secte. Les adeptes, on le sait, versent une part de leur salaire directement à la secte. C'est ça ? Oui, tout à fait. Raël a ce discours en vous disant que lui n'aime pas les dons, il n'aime pas ça, mais il vous dit ce jour-là, aujourd'hui, je décide de vous donner l'opportunité de donner. Si je ne vous donnais pas cette opportunité, vous ne pourriez pas donner. Donc tout le monde est très heureux de donner, pour eux c'est un privilège, et ils donnent jusqu'à 100% de leur salaire. Alors la plupart donnent 10%, mais on vous dit bien, si vous donnez 100%, ça ne nous gênera pas. Ouais, c'était une suggestion forte. Et oui, il y a une cause derrière, la cause de construire des ambassades. Il y a une grande cause raélienne. Accueillir les éolimes, c'est ça. Hein, voilà, les éolimes, avant tout à fait. 2035. Et il faut quand même être à un niveau d'emprise mentale pour pouvoir croire à ça, salaire, y adhérer et donner son salaire. C'est quoi les Elohim ? Les Elohim, ce sont les extraterrestres qui doivent revenir sur Terre. Voilà. Alors, certains ou certaines paient différemment, c'est-à-dire en nature, si j'ose dire, et donnent leur corps aux gourous. Il y a quand même une dimension un peu, pardon, je vais être familier, mais un peu partouzard chez Raël. Et Raël a toujours aimé les femmes, ça n'a jamais été un secret. Il a créé autour de lui un cheptel d'anges, et ces femmes-là avaient une plume, certaines avaient des relations exclusives avec lui, relations sexuelles, certaines avaient le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, pour que des femmes puissent accepter cet état de fait, sachant qu'elles étaient nombreuses. Il faut encore une fois un processus d'emprise. Et on présente souvent Raël comme un huluberlu, quelqu'un qui, les extraterrestres, ça paraît un peu fou, mais il y a quand même un danger derrière, et des personnes qui sont encore dans le mouvement et qui souffrent.
Vous vouliez poser une question, justement. Et justement, comment ils vous ont accueilli, vous, l'étranger, qui a frappé à la porte de cette secte? Vous êtes arrivé comme ça nouveau en disant « je veux entrer, je veux en faire partie ». Comment ça s'est passé? C'est un mouvement qui a vieilli. Donc les jeunes, les nouveaux sont rares. Donc moi j'étais en tant que jeune avec mon petit bracelet, on est venu me faire des câlins, on est venu me parler, s'intéresser à moi. Et dans cette société individualiste où plus personne ne se parle, où on a quand même une actualité anxiogène, c'est vrai que moi ça m'a saisi. J'ai cru à la fin du stage que j'ai ressenti un manque. Alors que j'ai tous mes garde-fous de personnes qui travaillent sur les dérives sectaires régulièrement. Combien de semaines de câlins Je ne sais pas, mais en vérité, vous imaginez, c'est simplement une semaine de stage. Oui, une semaine. Imaginez si vous êtes 1 mois, 6 mois, un an dans le mouvement. Concrètement, dans la journée, les disciples, les adeptes vous font des câlins en permanence, vous parlent de vous dites... Oui, comment ça s'organise? On a envie de savoir. On vous fait faire de la méditation, on vous fait aussi beaucoup d'enseignements sur les extraterrestres, comment ils sont arrivés, comment il faudra organiser leur retour. On vous fait un cours sur qu'est-ce qu'une information objective, en vous disant il faut vous méfier de tout, ne croyez surtout pas aux informations qu'on vous donne. Donc il y a toujours, comme très souvent dans les mouvements sectaires, un discours derrière qui est très antisocial et qui cherche à vous couper aussi du monde extérieur. Oui, bien sûr. Et un discours élitiste. Vous êtes l'élu et vous croyez à Raël, vous avez raison. Alors il y a une question que j'aimerais vous poser à tous les deux, qui avez regardé de près le fonctionnement des Raéliens. Le mouvement a été accusé de dérive sexuelle. Bon, ça c'est un fait, mais prône aussi l'éveil sexuel des enfants. Et là, c'est quand même, c'est plus des adultes consentants là. Oui, tout à fait. Raël a déclaré ça sur le plateau de Christophe de Chavannes, Ciel Montmardi, il y a plusieurs dizaines d'années, et ça avait scandalisé à l'époque. Ça avait fait beaucoup de mal. Lors de mon stage, je n'ai pas vu d'enfants parce que l'assemblée était plutôt âgée, mais effectivement, pour elle, la liberté doit être totale. Donc, on doit être libre de pouvoir éduquer ses enfants sexuellement. C'est aussi simple que ça. Capucine, vous avez entendu cette petite musique aussi? Oui, moi j'ai parlé à un ancien adepte qui est d'ailleurs dans le documentaire Netflix, qui s'appelle Damien Marsic, et lui en fait assez jeune, assez perdu, et en fait il a découvert ce groupe rempli d'amour, très très proche de lui, très attentionné. Il s'est vu comme disait Étienne Jacob, comme le sauveur de l'humanité. Et puis quand il s'est fait bannir en 2016, les Raéliens ont coupé tout contact avec lui. Et donc en fait c'est ce sentiment de solitude, de perte absolue de toute cette liberté qu'il avait découverte et cet amour en fait. Est-ce qu'il y a des règles et des interdits, voire des tabous à l'intérieur de cette organisation, des choses qu'il ne faudrait pas faire, qui feraient qu'on vous pointerait tout de suite du doigt? C'est l'inverse, tout est autorisé. La liberté doit être totale chez Raël. Donc, en définitive, il n'y aurait presque pas d'interdit. Et ça peut être dangereux parce que Oui, tout à fait, effectivement. Mais vous imaginez quand vous construisez votre cercle social uniquement constitué de Raéliens pendant 10, 20 ans, quand vous prenez ce mur du réel, c'est terrible. Donc, il faut alerter là-dessus. Et ceux que vous avez vus, ils étaient là depuis combien de temps? Mais certains étaient là depuis le début. J'ai rencontré un homme qui était dans mon bungalow, qui lui avait été élevé avec cette idée d'ouverture, de liberté sexuelle. Il m'a demandé de prendre des photos avec lui. Alors je me suis dit, on va prendre des photos, on est en groupe, tout va bien. En vérité, il m'a demandé de prendre des photos parce que lui se réunissait avec d'autres Raéliens dans le Tarn. Ils avaient un lieu pour eux à une époque, et c'était les orgies constante. Donc, oui, donc il vous demandait de poser avec lui pour. Dans ma chambre, j'avais peur de pouvoir. Je me sentais vraiment. Dites-moi, il y a des verrous sur les portes quand on est. Il n'y avait pas de verrou, mais au moins j'avais ma propre chambre. Lui se baladait nu dans le bungalow. Quelque chose. Et à cette liberté, en fait, on a l'impression que les Raéliens, ils excusent un peu leur gourou. J'ai rencontré un adepte qui est adepte depuis 30 ans, qui me disait, Raël dit qu'il n'est qu'un homme. Il n'est pas parfait, il n'est qu'un homme, que les Elohim ont fécondé sa mère, qui est une femme ordinaire, pour qu'il ait aussi les défauts de l'humain. Donc en fait, ils essayent aussi d'excuser un peu toute cette liberté et cette emprise qu'il a sur autrui. Et si tout était faux, les Raéliens ne lui en voudraient même pas. Et c'est ça qui est dramatique. Ça montre à quel niveau d'emprise on est. Ouais, il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est que dans le mouvement raélien, il n'y a aucune espèce de volonté de se défendre juridiquement sur tout ce qu'on raconte, sur ce qui se passe réellement, alors qu'on sait qu'il y a d'autres mouvements sectaires, vous le savez mieux que quiconque, Étienne, qui eux sont très sourcilleux de ce que l'on raconte sur leur secte, leur gourou ou autre. Chez les raéliens, il n'y a pas de mauvaise publicité. À l'image de ce qu'il a posté
posté début février quand le documentaire est sorti sur les réseaux sociaux. Raël dit c'est super, on parle de nous, qu'on parle de bien, de mal ou en bien de moi. C'est pas grave, en fait, qu'on parle de moi, c'est extraordinaire. C'est d'en parler. Voilà. Exactement. Raël est un phénomène médiatique, donc en définitive, il a été créé comme ça, et pour lui, toute attaque le renforce. C'est quoi d'ailleurs sa vie avant son parcours, avant sa supposée ou prétendue rencontre avec les extraterrestres dans un volcan du Puy-de-Dôme? Raël a été journaliste automobile, il a été un musicien raté, il a fait un peu tout, et il voulait les projecteurs, la lumière, il a même été pilote de rallye avec son écurie de pilote de course brandé Raël, quoi. Ouais, mais on se souvient de nombreux passages en télévision où il était en grand apparat. C'est Jacques Chancel dans son émission qui l'a lancé, entre guillemets. En premier, et après, on a eu Thierry Ardisson, Christophe de Chavannes, etc. Et à chaque fois, finalement, il y a des esprits un peu fragiles de l'autre côté du petit écran qui se disent, tiens, on va aller voir ça. Qui mordent à l'hameçon. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est pas une religion et que c'est une secte? Si on en revient pour boucler la boucle, la définition, à partir de quoi, pour vous, c'est une secte et c'est autre chose que une espèce de culte bienveillant complètement loufoque? Ouais, parce qu'il y a vraiment une incitation à vous couper du monde extérieur. Ça, c'est important. Premier point. Il y a une suggestion psychologique, c'est-à-dire que les personnes sont sous emprise. Elles croient à ça, elles n'ont pas vraiment d'éveil global. Il y a de la littérature. Il y a beaucoup de littérature. Il a écrit une dizaine de livres. Donc il faut avoir lu si on veut gravir quelques échelons dans la secte. Et son discours évolue. Maintenant, on est plus sur du bouddhisme. Donc effectivement, il y a tout ça. Et évidemment, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est argent, captation financière. Un évêque raélien disait dans la presse locale, je crois que c'était le Progrès il y a quelques jours, qu'il disposait de plus de 20 millions d'euros au niveau raélien. Donc c'est pas encore suffisant pour construire l'ambassade, mais ils ont tout intérêt à s'étendre à l'international pour cotiser et éventuellement peut-être construire fabriquer non pas une ambassade, mais des ambassades. Et puis il y a eu des délits, des crimes qui ont été commis, des agressions avérées, des condamnations en 1995, 1997, en 2001, et en fait, agression sexuelle sur mineurs. Et c'est avéré que ces personnes-là ont utilisé leur rôle, leur mission raélienne pour commettre ces actes. Alors justement, la secte a été ciblée à plusieurs reprises par la Miviludes, catégorisée donc dès 1995 comme secte par la commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Le groupe était à l'époque qualifié d'ufologique. Où est-ce que l'on en est? Est-ce que les autorités continuent à s'intéresser à Raël, ou on laisse ce mouvement décliner, s'expatrier le plus loin possible de la France? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Il y a toujours une vigilance de la part des pouvoirs publics. La Miviludes reçoit encore régulièrement des signalements reçoit régulièrement des signalements de familles ou directement d'adeptes qui se sont pris qui ont pris conscience que c'était probablement n'importe quoi. Donc effectivement, on a toujours une vigilance auprès du mouvement. Et très concrètement, vous faites un signalement, vous êtes appelé par un membre de la Miviludes qui vous explique un petit peu, qui vous demande quels sont les signes, qu'est-ce qui se passe concrètement. D'accord. Alors on dit que Raël, on l'a dit, a 77 ans. Est-ce que la secte peut survivre à la mort de son gourou, brièvement? Moi, je pense que oui, parce qu'il a des personnes, il y a une hiérarchie dans le mouvement qui cherche à le remplacer. Donc toute une hiérarchie est déjà prévue. D'accord. On a un monsieur qui prévoit. Voilà, il y a plusieurs candidats. Il y a des Isnogoud qui veulent être grand vizir à la place du vizir. Bon, merci à tous les deux. Merci Capucine Cannon. Merci. On peut retrouver votre enquête sur factuel.media et votre excellent livre, Étienne Jacob, je le rappelle, La France des gourous, journal d'un infiltré, paru aux éditions du Rocher. Alors, vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio, bien sûr. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, samedi 10h. Tout de suite, il est bientôt 11h, c'est On parle auto, avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Oui, justement, juste après d'avoir parlé OVNI, d'ailleurs, sur Sud Radio. Bon, à suivre, on va parler de l'avenir et de la seconde vie des voitures Critère 3 reprises avec la prime à la conversion. Ce sera le sujet, vous verrez, c'est intéressant. On en parle juste après les infos avec Jean-Luc Moreau. À tout de suite.